maintenant, on va écouter Charles Fouchon. Donc, Charles a fait des scolarités à l'école normale supérieure, fait une thèse à l'Institut mathématique de Jussieu sur certains milliards d'infini. Et il est actuellement maître de conférence à l'université Paris d'Or. Il va nous parler de résonance dans les nombres réels. Et il y a un lien évidemment avec les deux exposés précédents, selon ce système dynamique. Mais comme vous allez voir, on va se poser la même question qu'on aurait pu se poser si on avait eu un peu plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre de rotation rationnel ou irrationnel, mathématiquement similaire, mais dans les premiers exposés, nous a rapporté les commentaires des physiciens sur oui, cette histoire de irrationnel, c'est n'importe quoi, puisqu'on ne pourra jamais savoir physiquement si un nombre est rationnel ou pas, et donc Charles éclairé de physicien. Merci. Effectivement, je voulais commencer mon exposé par un exemple de mécanique céleste qui illustre les nombres rationnels dans les équations. Et ça va faire le lien justement avec quelques exposés. C'est une de mes photos favorites. Ça, c'est une photo qui a été prise par une sonde Voyager 1, qui est une sonde qui a été envoyée par la NASA en 1977 et qui est arrivée vers Saturne, 3 ans plus tard. Et qui a pris une photo, et c'est vraiment une photo qui a été après transmise sur Terre. Et donc, il y a plein de choses fascinantes qui ont été observées pendant cette mission. Notamment, je vais parler, il y a un hexagone sur le sommet de Saturne. On n'a pas trop compris pourquoi. Il y a des idées. Mais moi, ce que je vais raconter, c'est plutôt ce qui se passe sur les anneaux de Saturne. Alors, peut-être que donc, les anneaux de Saturne, ils sont composés de roches, plutôt de glace, qui sont de taille assez variable, entre dizaines de millimètres jusqu'à quelques centaines de mètres. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit sur la photo, on peut même l'observer de la Terre, parce qu'en fait, ces anneaux ils sont très fins, ils ne sont pas du tout uniformes. Vous voyez qu'on pourrait, si vous avez déjà réfléchi ou observé les anneaux de Saturne, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de même. Pendant très longtemps, il y avait beaucoup de débats dans la communauté, il me semble. C'était un dessin pour confirmer. Et sur la nature de ces anneaux. Et une chose qui a été observée en fait, assez rapidement, c'est qu'il y avait une division au centre des anneaux, qu'on appelle la division de Cassini. Et la raison pour laquelle il y a cette division, alors, c'est pas complètement résolu, etc., mais une des raisons qu'on pense comprendre, c'est un phénomène de résonance. Donc, là, je mets une autre vision de ces anneaux. On voit très bien, on voit qu'il y a encore plus de divisions que celle qu'on voyait au début. Donc, il y a, là, je ne suis pas sûr qu'on voit la division Cassini, mais en tout cas, on voit plein de petites bandes noires. Et chacune de ces bandes-là, en fait, elles correspondent à un phénomène de résonance avec les lunes de Saturne. C'est pour ça que j'ai pris cette photo, parce qu'on voit une des lunes de Saturne ici. Et Saturne a plein de lunes, mais en tout cas, celle qui crée la division de Cassini, après les autres, par exemple, créent d'autres divisions. Ça va être la lune qui s'appelle Mimas, et la lune la plus proche. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça avec une petite animation. Alors, ça fait partie des problèmes à trois corps, enfin, c'est une certaine complexité mathématique, mais on peut essayer de proposer un petit modèle pour comprendre. Alors, je propose de créer une petite animation, donc on a Saturne, j'ai mis une petite roche. Là, on imagine que c'est une roche qui compose de l'anneau, des anneaux de Saturne. Et donc on a vu, a priori, il y a des calculateurs qui disent que donc, ça c'est un problème à deux cordes. Donc vous imaginez que vous avez deux corps massifs et on sait en fait que on va supposer que Saturne est fixe. Elle est beaucoup plus massive, elle est très peu influencée par le petit caillou. Mais on sait que a priori le caillou va se déplacer en forme d'ellipse autour de Saturne. Bon, ici on va faire l'approximation que c'est en forme de cercle. On va plus simple que c'est les anneaux de Saturne sont plutôt en forme de cercle. Voilà, donc on a un petit caillou qui tourne autour de Saturne. Là, c'est vraiment un corps, à deux corps. Et là, ça devient plus compliqué, c'est qu'on rajoute du coup un troisième corps.
c'est l'IMAS, c'est une des lunes de Saturne. Et donc, ce qu'on fait les physiciens, une des manières de résoudre ce problème, même si on sait qu'en fait il est extrêmement difficile, a priori pas le résoudre complètement accessible. Mais dans ce cas-là, ce qu'on aime faire, c'est faire de la perturbation. On va dire qu'en fait, la Lune, l'IMAS, elle est beaucoup moins massive que Saturne. Donc on va faire une première approximation où on suppose que le caillou se déplace comme si l'IMAS n'existait pas. Et on va essayer de comprendre comment cette Lune va perturber la trajectoire. Okay. Et c'est là qu'on va voir les raisons de cette règle. Alors ce que je voudrais illustrer avec une estimation, c'est qu'en fait, alors, le temps de rotation du petit caillou qu'on voit, si on regarde les équations de Newton et qu'on suppose donc, que l'orbite est circulaire, en fait, le temps de rotation va juste être une fonction croissante de la distance à Saturne. Là, je vais choisir le caillou de telle sorte que le temps de rotation des deux, donc il y a un temps de rotation pour le caillou, un temps de rotation pour la Lune, la planète va être plus longue à tourner autour de Saturne. Et donc, je vais supposer, pour la résonance, c'est exactement le phénomène de résonance qui explique en partie la division de Plessy. On suppose qu'on a un pile à la distance où le temps de rotation donc, de la Lune, de l'IMAS et de la roche est exactement 2 fois plus long pour l'IMAS que pour la roche. Et si on regarde ça, vous voyez, donc ça fait écho à l'exposé de Lise. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'à priori, on va aller chaque instant où la Lune et la roche vont se retrouver les plus proches, où en fait, du coup, la perturbation sera la plus forte. Et quand on a un ratio des deux temps de rotation qui est un entier, en fait, ça va être rationnel. En fait, ça va se passer toujours plus ou moins au même endroit. Donc là, pour deux, c'est même exactement au même endroit. Et donc, à chaque fois, la perturbation, vous voyez, elle va se faire dans cette direction. Et si je relance, si je continue mon système, voilà, ça va se reproduire exactement au même endroit. Et donc, j'ai envie de dire que ces perturbations-là vont avoir tendance à se sauver. Et donc, au final, à décaler ma petite roche vers la Lune. Je le fais sur le dessin. Un petit peu. Et donc, quand je la décale, on a dit, le temps de rotation de la roche va augmenter. Et donc, le ratio ici, du coup, il sera plus du tout, a priori, il sera plus entier, plus rationnel. Donc, si ça se passe, a priori, donc, si je prends un nombre irrationnel, les endroits où la Lune et la roche vont se croiser vont être à peu près aléatoires, en fait. Ils vont se comporter comme un système dynamique parodique. Et vont se croiser de manière quasiment aléatoire à une longue échelle de temps. Et vous voyez qu'à la fois l'endroit où les perturbations se créent et la direction de la force de perturbation vont se comporter de manière aléatoire. Donc on va pouvoir faire en première approximation, on va pouvoir dire que ces perturbations-là ne seront compensées, sont moyennées. Donc ça va rester stable. Donc du coup, on voit en fait dans les oscillateurs que voilà, quand c'est instable, on voit en fait que ça va créer cette division. On va avoir cette phase qui est vide de roche. Et dès qu'on va s'éloigner des nombres rationnels, donc là j'ai mis le nombre entier 2, mais en fait pour chaque nombre rationnel, je ne peux pas encore là. Dès qu'on va s'éloigner des nombres rationnels, il y aura une forme de stabilité grâce à la velocité. Et autre chose, ce qu'on observe aussi même physiquement, c'est que la taille des divisions va être d'autant plus grande que le nombre rationnel qui correspond va être simple, pour lequel les dominateurs, enfin les entiers qui apparaissent dans le nombre rationnel sont petits. Voilà, donc ça c'est mon illustration physique. Et maintenant je vais essayer de vous illustrer ce concept. Donc en fait, l'idée maintenant c'est que, avec cet exemple, on voit que c'est intéressant de comprendre la répartition des nombres réels par rapport au nombre rationnel. Essayez de comprendre, quand je vous donne un nombre réel, à quel point il est bien approché ou pas par des nombres rationnels. Donc ça, c'est ma motivation physique. Et là, je vais vous présenter une manière visuelle de comprendre, comment un nombre réel, qui a priori irrationnel, va être bien ou pas approché par des nombres rationnels. Okay. Alors, pour ça, ce que je fais, je vais tracer des spirales discrètes.
pour ça, on commence par placer un point au centre du plan. Il faut s'amuser avec les animations, ça vaut. Alors, là, vous voyez, je fais un angle, je choisis un nombre x, irrationnel. Alors là, j'ai pris x qui est égal à pi. Et là, bon, ça risque d'embêter. Et je fais un angle du coup de x. Donc x, vous voyez, c'est des radians. On pourrait prendre n'importe quel nombre rationnel, mais je choisis pi parce que vous allez voir, ça fait des choses drôles. Mais je prends un angle de pi x. Donc je tourne avec l'horizontale de pi x et je place une autre petite boule un peu plus longue. Et je continue. Donc je refais un angle de pi x et je place encore une boule un peu plus longue. Et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer si je fais ça, ça fait apparaître une sorte de spirale. Alors si vous aimez les cours paramétriques, c'est une équation que j'utilise. Ça va être, si vous ne connaissez pas ça, ça va pas. Ce qui reste pour avoir une fois. Donc la rotation de pi x, c'est multiplication par l'exponentielle complexe. D'accord, donc 2pi, et je fais n fois x. D'accord, donc à chaque instant, pour n égale 0, du coup je fais en 0, c'est bien mon point de centre. Pour n égale 1, après je fais 1 fois exponentielle 2pi x. Je tourne bien de 2pi x. Puis quand je continue, voilà, je tourne à chaque fois 2pi x. Et j'ai mis un rationnel pour partir pas trop rapidement vers pi. Voilà. Alors du coup, et ça c'est exactement, si vous prenez, donc là j'ai pris des nombres entiers, mais si vous prenez du coup ici en nombre réel, ça fait vraiment une spirale que je dessine là. Et alors là, ce qui est intéressant, donc, là vraiment c'est juste une spirale, et ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à faire beaucoup de points. Souvent ça arrive. On va dézoomer et faire tous les points. Voilà. Et alors là, il y a un phénomène de résonance qui apparaît et qui je trouve assez fascinant. Vous voyez en fait, on voit apparaître d'autres spirales en fait, dans le dessin. Vous voyez que proche de 0, en fait on a 7 spirales, alors on peut les compter, je vais dessiner. On a 7 spirales qui apparaissent. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et alors 7, du coup, a une nature particulière pour pi. Est-ce que ça va dire quelque chose par rapport à pi? Oui, exactement. En fait, pi, on dit, alors c'est à peu près égal à un nombre rationnel, 22 septième. Et en fait, l'idée c'est que quand vous avez. Alors je vais dessiner ça avec ça. Donc là, j'ai le nombre pi, vous voyez, il est proche de 22 septième. Et l'idée, alors là, je fais une petite animation où en fait je change le nombre x. Ça va faire changer la spirale. Et vous voyez, en fait, quand le nombre x est exactement égal à 22 septième, vous pouvez juste. En fait, le 22, la fin intéressante, c'est plus le fait que ce soit 1 septième, disons. Si on fait notre équation ici avec 1 septième, et à chaque fois, je tourne de 1 septième de tour. Donc au bout de 7 tours, bah, je me retrouve exactement aligné. Donc le dessin, ça va vraiment ressembler à 7 branches. Alors on essaye. Donc là, je tourne, je me rapproche de nombre septième. Hop. Là, on arrive ici. Et donc là, on va s'amuser un peu. Donc, vous voyez, on essaye de. Donc on sait que si on est proche de 22 septième, on va avoir 7 branches. Quand on va se rapprocher de 22 huitième, on va avoir 8 branches. Du coup, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe au milieu, parce qu'on passe de 7 à 8. C'est là que. Je vais faire une petite pause. Voilà. Là, je reviens à pi. Là, c'est parti. Là, on voit, on est encore pas. On s'est éloigné de 22 septième. Donc, on voit déjà, on voit à peu près les 7 branches. Mais on voit que ça devient un peu plus flou. Et par contre, vous voyez déjà apparaître d'autres nombres rationnels à l'extérieur. Ça, on va en parler juste après. Et voilà, ça devient un peu plus flou au centre. Et là, si je vais au milieu, vous voyez, on ne voit plus du tout les 7. Par contre, on voit d'autres nombres qui passent. Et alors là, par contre, maintenant, hop, je me rapproche de 22 huitième. Et là, on compte bien. Là, c'est pas très facile à compter.
ça plus. Là, on peut faire 8. Et un autre phénomène assez drôle, en fait, c'est assez naturel quand on est machine, c'est quand on dépasse 22 huitièmes, ça inverse le sens de rotation des spirales. Et on va. Donc, ce que je voulais évoquer ensuite, c'est que, on a vu dans le système, il y a d'autres rationnels qui approximent bien tout. En fait, on va apparaître quand on commence à regarder plus loin. Donc, si on regarde les dessins, là, on a mis les 7 branches proches de 0. Et si on regarde les branches un peu plus éloignées, on va voir d'autres. Alors, il y en a une première que j'ai dessinée qu'on voit pas très bien. C'est une première de. Alors, celle-ci, je vais expliquer pourquoi après. En fait, c'est une des approximations du pic qui n'est pas excellente, mais on a existé, donc on va la tracer. Donc là, vous voyez, en fait, si on compte, vraiment, si on les compte, on en a. Alors, bon, je l'ai fait avant. Il y en a 106, on voit. Bon, en fait, il y a une approximation du pic qui est 106. Et en fait, là, on ne connaît pas ce que. Alors, je vais demander. Parce qu'elle n'est pas très bonne. C'est celle d'après qui est bonne. C'est 333 sur 106. Est-ce que vous connaissez la suivante? C'est un peu connu. Parce qu'en fait, il y a une manière mnémotechnique de la retenir. C'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, et en 2. Et maintenant, tu peux. Ça, c'est une très bonne approximation. Voilà, et en fait, on la voit aussi sur le dessin. Et là, en fait, on va voir qu'elle est très bonne justement parce que, vous voyez, c'est quasiment droit. Et ça, quand c'est quasiment droit, ça veut dire effectivement qu'on est très proche des nombres rationnels. Donc voilà l'animation. Maintenant, je vais essayer de vous raconter comment est-ce qu'on trouve ces approximations. Alors, ça, on va faire ce qu'on appelle une équation continue. Et donc, l'idée, en fait, c'est que on se donne un nombre réel, donc avec un développement décimal. Et la question, c'est est-ce qu'on peut trouver une suite de nombres rationnels qui va être très proche de ce qu'on a. Donc, on peut commencer déjà par trouver un entier qui est proche de ce qu'on a. Là, c'est pas très dur, on va juste prendre la partie entière de notre nombre. Donc, je vais découper en deux morceaux. La partie entière 3, qui garde la partie rationnelle. Et ensuite, j'aimerais écrire la partie rationnelle comme une fraction. Donc l'idée, elle est simple. Là, j'aimerais continuer à faire un peu cette idée-là de couper la partie entière, la partie rationnelle. Sauf que là, j'ai un nombre qui est plus petit que 1. La partie entière, elle est pas très importante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique classique. Je fais l'inverse de l'inverse. Vous allez voir, ça reste la même chose. Et maintenant, je transforme le 1 sur 1 sur 0,14. Et là, je fais apparaître un nombre réel qui est plus grand que 1. Et je vais continuer. Donc là, j'ai un 7. Je continue. Là, on voit apparaître le 1 septième, dont on a vu tout à l'heure. Et vous voyez, si je continue, là, ce qui est intéressant, c'est que si je m'arrête là, bon, j'ai quasiment une fraction. En fait, ce que je vais faire, c'est que le 1 sur 15,99, ce nombre-là, il est assez proche de 0. Pas très bon. Donc je vais faire en première approximation, je vais dire que c'est bien 0. Donc ça va me faire un nombre rationnel qui est proche de x. C'est comme ça que je vais dire que x est proche de 27. Et si je continue ça, on va voir celle d'après apparaître. Et vous voyez que là, c'est pas super parce que la concentration, je dis 1 sur 1,0, etc., c'est proche de 0. C'est bon. On va quand même le dire. Et effectivement, on voit que dans ce calcul, ça ne va pas faire quelque chose de très précis. Et on va l'enlever ça. Et maintenant, si je continue, celle d'après, là, c'est très proche de 0. Vous voyez? Là, je mets dans cette forme-là, là, c'est très proche de 0. Ok. Et alors, j'ai combien de temps?
il y a deux choses que je voulais dire. Une première chose, c'est que on supposait, j'ai l'impression de supposer que vous connaissez ça. Vous savez peut-être que les nombres rationnels sont denses dans les nombres réels. C'est-à-dire qu'on peut approcher n'importe quel nombre réel par une suite de nombres rationnels. Et en fait, cette technique-là nous le prouve. Là, on voit qu'il y a une manière de créer une suite de nombres rationnels qui fait de plus en plus proche de nombres réels. Et en fait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les fractions continues. C'est une espèce de continuation de cet algorithme à l'infini. En fait, on a une manière de représenter les nombres réels que ça va être une fraction infinie. Et deuxième chose, dans ce qu'on a dit, c'est que quand le nombre qu'on voit apparaître dans la fraction est très proche de 0, ou inversement quand l'inverse de ce nombre est très proche, ça nous dit exactement que le nombre réel il est très bien approché par un nombre rationnel. Et donc du coup, la question inverse que je voulais poser, c'est, vous voyez, dans nos dessins, on voit qu'on est bien approché par un nombre rationnel. On a beaucoup d'espace entre nos branches de spirale un peu résonante. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on pourrait trouver un nombre qui va être le plus mal approché par les rationnels, c'est-à-dire de telle sorte que chacune de ces boules qu'on a mis dans le plan, elle soit le plus compacte, elle soit le plus serrée possible. Et donc, du coup, avec cette représentation, c'est assez clair quel serait le développement du meilleur du nombre le moins bien approché par les rationnels. Comme dans la fraction, ce qu'on impose, c'est qu'il y ait au moins le nombre là dans la fraction continue qui soit supérieur ou égal à 1. En fait, ce nombre-là, ce qu'on a amplifié, c'est le nombre où il n'y a que les 1 dans mon développement en fraction. 1 sur 1, plus 1, sur 1, etc. Ça, vous voyez, à chaque instant, quand je m'arrête ici, ce truc-là, il va pas être très précis. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc une autre manière peut-être plus facile de le représenter, c'est de remarquer que si vous faites phi-1, et bien vous retrouvez 1 sur 1 plus 1 sur ça. Ça, c'est exactement 1 sur phi. Ça, c'est phi. Donc ça, c'est égal à 1 sur phi. D'accord? Donc en fait, le nombre d'or, c'est le nombre, soit vous le représentez comme ça, soit vous dites que c'est le nombre qui satisfait l'équation suivante, phi moins 1 est égal à 1 sur phi. Peut-être vous connaissez mieux les équations du second degré. Donc je multiplie par phi, c'est le carré moins phi moins 1 égale 0. Alors du coup, maintenant, on a dit ça. Alors, je vais m'amuser à les tracer. La même chose. Voilà. Je tourne mon phi, voilà, c'est à peu près. Voilà. Après, on trace sur les rangs. Vous voyez, c'est très compact. Donc, la remarque, ça a commencé. Donc, la remarque, c'est qu'en fait, non seulement, ok, c'est très mal approché par les rationnels, mais vous voyez quand même qu'avec la construction qu'on a fait tout à l'heure, il y a beaucoup de rationnels qui vont résonner, mais un peu mal. Donc, il y a beaucoup de rationnels qui vont être proches de phi, mais chaque fois pas très proches. Donc, en fait, il va y avoir plein de spirales qui vont apparaître, mais jamais de manière complètement satisfaisante comme avant. Et là, je viens de tracer plusieurs. Donc là, ça c'est. Et si on fait le développement, si on regarde l'espace qui apparaît comme fraction, là, il y en a 8. Et si on fait l'image de terre, ici on représente 13. Voilà. Et en fait, il y a des nombres de Fibonacci qui apparaissent. On va en parler un peu plus. Voilà, donc pour conclure, en fait, je voulais vous montrer que en fait, ce modèle-là, il a été étudié par des gens qui modélisent les pentes.
Et en fait, c'est un modèle, ce qui a été démontré expérimentalement, c'est que c'est vraiment ce modèle de spirale qui est utilisé dans beaucoup de plantes, dans l'implantation des graines, aussi des fleurons du tournesol. En fait, et vous pouvez vraiment essayer de faire ça avec les moyens de tournesol. Si vous comptez les spirales, en fait, c'est bien les nombres de la suite de tunnels qui apparaissent. C'est exactement lié avec ce problème-là. Là, je l'ai fait sur. Ça marche aussi pour les pommes de pin. Si vous regardez ces pommes de pin, vous regardez les écailles, la manière dont les écailles de pommes de pin sont réparties. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir voir des spirales. Donc là, on voit 8 spirales dans un sens. C'est exactement le dessin d'avant. Et vous pouvez aussi en voir 13 dans l'autre. Vous allez voir le nombre d'or par exemple. Et dernière chose que je voulais évoquer, je prends en préparant un je suis tombé sur un labo aux États-Unis qui faisait un truc que je trouvais assez fascinant. Ils utilisaient du coup ce modèle-là pour faire des modélisations 3D de plantes. Je trouvais ça fascinant parce que ça devenait très réaliste. Donc, en utilisant ils ont vraiment des articles qui parlent de ce modèle de spirale. Et en utilisant ce modèle-là, ils arrivent à faire des conditions que je trouve assez bluffantes. Donc il y a le tournesol, les pommes de pin, et ils font aussi des dahlias. Voilà. C'est pas le Tu as dit une racine de N, pourquoi racine Pour que ce soit. C'est déjà ce modèle qui apparaît dans les plantes. Et je voulais pas que ça parte trop rapidement vers un fil. Donc c'était. Ouais, alors il faudrait que vous en transférez l'article. Il y a une raison un peu physique. Je pense que c'est l'histoire de conservation de croissance du nombre de graines par rapport au pays. On va voir un peu le détail. Oui. Dans le mystère de la Saturne, est-ce que les lunes sont essentiellement dans la même plante que les années? Je ne sais pas. Alors, elles sont associées. Mais justement, comme il y a plusieurs en gros, d'ailleurs, comme il y a plusieurs lunes, chaque anneau dépend d'une. Oui, alors ça, c'est les résonances. Celle dont j'ai parlé, Nina, c'est celle qui est en résonance avec la division de Cassini, qui est la principale. Lima, c'est la plus proche, donc celle qui aura peut-être le plus d'influence. Mais il y a d'autres divisions qui sont liées aux autres. Et Saturne, elle a un nombre de lunes ici. Ça dépend comment on les compte, mais je crois que ça peut aller jusqu'à 60. Et les plus massives, en tout cas, c'est une fréquence gravitationnelle. Il y a Limas, il y a Titan qui est la plus massive, qui est assez éloignée. Et chacune, voilà, en tout cas, je sais pour Limas et Titan, elles ont chacune des divisions. Dans les animations, on voyait apparaître des cercles qui étaient comme le passage d'une approximation à l'autre, d'une spirale à l'autre. Je ne sais pas si tu en fait, par exemple, les premières approximations sont proches du centre. Et puis, les approximations plus larges, plus lointaines, sont souvent proches. Par exemple, ici, tu vois, entre la première approximation et la deuxième approximation, on voit bien que la deuxième approximation est plus loin du centre. Quand on les fait passer en plus, moi j'ai l'impression de voir des cercles. Bon, après, les choses me semblent déjà un peu modestes. Il y avait quelque chose par rapport à une certaine racine de N qui faisait le rayon, c'est racine de N. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un certain N qui apparaît pas une approximation? Je sais pas, c'est là.